Bonjour Timothée, Bonjour. comment allez-vous, ça va? Très bien, Il a fait le voyage merci. de Grenoble pour nous rejoindre ici en direct de Paris. Tout à fait. Et la météo est au rendez-vous, donc je suis très heureux d'être ici avec tous présents. Et donc, je vais vous présenter en fait des tendances technologiques structurantes pour les années futures qu'on a identifiées au CEA. Donc, tout ce dont je vais vous parler, en fait, les 10 tendances sont issues d'un cahier de tendances qui s'appelle Grand Angle, qu'on édite au CEA. Et à la fin de la présentation, si ça vous intéresse, vous pouvez noter mon adresse email et on vous l'enverra par courrier. Alors, juste une petite introduction au niveau de pourquoi l'innovation ouverte au CEA. Et en fait, bon, ça c'est une image caricaturale, mais au début, on faisait du push technologique. Il y avait des chercheurs qui travaillaient sur des technos et on essayait de les vendre aux entreprises. Et maintenant, on ne peut plus se contenter de faire ça. Il faut vraiment anticiper les usages, travailler avec ce dont a besoin la société. Et pour ce faire, on a créé en fait un institut d'innovation ouverte qui s'appelle le Y-Spot à Grenoble. Donc je vous invite à venir pour le visiter, où on met en fait, on crée des écosystèmes avec les industriels pour penser les usages de demain et s'aligner aussi avec les grands enjeux sociétaux. Il faut non seulement aligner technologie, usage, mais aussi être accord avec les enjeux sociétaux. C'est non seulement de la part des chercheurs, ils se posent des questions sur leur travail, sur le sens de leur travail, mais aussi sur les jeunes. Quand on veut recruter des jeunes ingénieurs, ils sont en quête de sens. Et si vous ne répondez pas à cette quête de sens, vous n'arrivez pas à recruter des bons talents. Et donc ici, dans cet institut, le Y-Spot, on a le showroom, on a le Fab Lab aussi pour créer de la stimulation intrapreneuriale, on a des lieux cosy, mais aussi on a créé le Y-Spot Partners pour s'ouvrir encore plus sur la société civile, avec les étudiants qui sont partenaires, avec des artistes, avec des startups de Crédit Agricole. Vous avez en bas une startup qui fait des modules lunaires Spartan Space gonflables, donc pour arriver sur la Lune. Donc voilà, c'est pour détecter les signaux faibles, on me demande souvent comment on fait. Il n'y a pas vraiment de méthode, si ce n'est qu'il faut chercher ailleurs. Si vous cherchez des signaux faibles dans l'automobile, il faut bien sûr aller sur les salons spécialisés de l'automobile, mais aller sur d'autres secteurs. C'est là où vous sentirez en fait des signaux faibles qui pourront impacter, et c'est à croiser des chemins, c'est faire un pas de côté, et c'est comme ça en fait qu'on détecte les signaux faibles. Alors, comment ensuite on représente ces tendances? Il y a différentes façons de les représenter. Vous avez des matrices qui sont suivant l'urgence et les enjeux stratégiques. Vous identifiez un certain nombre de tendances qui vont impacter votre organisation. Vous pouvez aussi faire des représentations en radar où il y a la temporalité. Ce qui est au centre sont des technologies matures. Plus vous allez à la périphérie, plus c'est des choses à long terme. Ou vous avez aussi des représentations en réseau, c'est-à-dire pour connecter les différentes tendances entre elles. Et c'est plutôt sur cette forme-là qu'on a représenté en fait nos tendances par grandes thématiques. Vous avez des tendances qui sont dans le domaine de l'agriculture, de l'espace, de l'énergie. Et en fait, cette représentation nous permet de voir les tendances qui sont à la connexion de plusieurs thématiques. Et plus vous avez un nœud dense, comme une station de métro, vous avez le swarm, plus vous pouvez penser que cette tendance va impacter la société et les différents secteurs qui sont à la croisée. Donc je vais commencer, c'est comme ça qu'on a choisi en fait les 10 tendances que je vais vous présenter. Donc je vais commencer par la première. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est 1024 petits robots, ce qu'on appelle des kilobots, qui ont été en fait inventés à Harvard, au Wyss Institute. Et cette technologie, en fait, c'est ce qu'on appelle la technologie en essaim ou le swarm technologie en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est le swarm, l'essaim? Il y a une petite vidéo qui vous montre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Flocks of birds or schools of fish foraging or defending against predators. In these swarms, individuals do not need sophisticated knowledge to produce complex collective behaviors. And typically, there is no group leader that guides all the other individuals in accomplishing their goal or task. Voilà, donc le principe, c'est des comportements qui sont issus du monde animal, qui ne sont pas centralisés, mais par contre coordonnés, et qui permettent de répondre à des enjeux complexes, comme échapper à un prédateur, ou bien rechercher de la nourriture, ou passer des obstacles. Vous voyez un essaim de fourmis qui traverse une rivière en se regroupant, en faisant un radeau artificiel.
Alors, en fait, cette technologie, ça fait longtemps qu'on en parle dans le domaine de la robotique. Et pourquoi on l'a choisie? Parce qu'elle va impacter la société, c'est parce qu'il y a l'émergence et les progrès en intelligence artificielle embarqués, notamment avec des faibles consommations, qui permettent, là on le voit, c'est une expérience du Fraunhofer avec un institut de logistique Kion, de faire des robots de livraison. Habituellement, dans les grandes industries de logistique, on a des guides au sol avec des robots qui permettent de livrer des points A à un point B. Là, avec cette techno, vous avez un essaim de robots livreurs qui vont adapter leur comportement en fonction de la charge à délivrer et en fonction du nombre de robots qui est présent. Là, vous avez un petit exemple de comment ça se passe avec des zones de livraison alors là, je reviens en arrière peut-être. Voilà. Et puis, je ne sais pas si la vidéo se lance ou si je dois appuyer quelque part. Voilà, je crois qu'elle commence. Et donc, du coup, vous voyez, il y a des plateformes où chaque robot va aller récupérer un paquet. Et le but, c'est d'optimiser le nombre de paquets livrés en un minimum de temps, de point A à point B, et chacun des robots va en fait apprendre en fonction du nombre de colis qu'il va transporter pour optimiser son trajet, pour éviter les autres robots et en fait se coordonner en un mouvement voilà, qui est de plus en plus optimisé. On peut aussi avoir un apprentissage lorsque les robots doivent transporter des objets un peu plus compacts, un peu plus grands et se coordonner entre eux pour éviter les obstacles. Alors ça, c'est une tendance aussi qu'on voit très fortement dans le domaine des drones et notamment dans les applications militaires. Donc là, vous avez un essaim de drones qui est utilisé pour le DARPA, pour identifier des cibles, voire les détruire. Et en fait, toute modification de l'essaim, si vous détruisez quelques drones, ils vont automatiquement et dynamiquement s'optimiser et réallouer leur mission pour réaliser leur objectif. Là, vous avez un exemple de drone avec des essaims hétérogènes, parce que tout ce que j'ai présenté pour le moment, c'est des essaims homogènes. Vous avez les mêmes entités, les mêmes robots, mais il faut savoir que demain, vous aurez des comportements hétérogènes, et à savoir que des voitures autonomes constituent des essaims, ils pourront avoir un comportement en essaim, et vous pourrez aussi avoir des interactions avec d'autres systèmes dynamiques. Et là, vous avez l'intelligence artificielle qui permet à des drones de tailles différentes d'être coordonnés. Alors, je ne sais pas si la vidéo se lance toute seule ou si je dois appuyer. Voilà, ça s'appelle Heterogeneous Neuron Swarm. Bon, c'est passé à l'autre. C'est pas grave. Là, vous avez une tendance sur laquelle on peut difficilement passer outre. Vous reconnaissez le Travis Scott et c'est le concert de Fortnite. Et c'est la tendance du métaverse. Vous aurez des présentations, vous en avez vu hier, vous en aurez aujourd'hui, je crois. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est le métaverse, un univers virtuel où on peut interagir, discuter de façon persistante et faire du commerce et faire différentes activités. Juste une précision, il faut savoir qu'on pense métaverse, on pense casque de réalité virtuelle. Il n'y a pas que les casques de réalité virtuelle qui seront un accès au métaverse. N'importe quel device, vous avez les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs. Il faut savoir que chez les joueurs, chez les gamers, sur les utilisateurs de la plateforme Steam, qui est la plus grosse plateforme de distribution de jeux, seulement 2% des utilisateurs utilisent des casques VR. Donc vous pouvez être dans un univers immersif, virtuel, sans forcément avoir de casque de réalité virtuelle. Un apprentissage sur ce que ça va changer, le métaverse, notamment dans le commerce électronique. Là, c'est une présentation d'une société américaine qui s'appelle Boson Protocol, qui veut disrupter le e-commerce. Parce que le e-commerce, avant, c'était des tiers de confiance qui faisaient les transactions financières, qui faisaient également les règlements juridiques en cas de conflit. Demain, ce qu'ils proclament, c'est que en fait, des smart contracts vont gérer automatiquement en fait, les achats et les ventes de façon irrémédiable, sans litige possible, puisque c'est programmé dans des oracles, et vous avez des transferts par des monnaies donc digitales, par des tokens. Et ce que ça va modifier, c'est les nouvelles expériences d'achat. Vous pouvez aller dans le métaverse, par exemple, identifier une paire de tennis virtuelle, l'essayer sur votre avatar. Au bout d'un moment,
Vous dites, ouais, je discute avec des amis, c'est sympa, je l'achète. Donc on achète le skim ou la paire de tennis avec un NFT qui garantit, donc il y a un certificat digital qui vous garantit que cet objet digital vous appartient. Et ensuite, vous pouvez, ce qu'ils appellent faire le redeem, vous pouvez commander ce tennis. Et notamment, Nike a racheté RTFK, qui est une société qui fait que des tennis virtuels, parce que ça leur donne des nouvelles sources de possibles de design et ça leur étend en fait leur cible, leur population. Donc en fait, le but, c'est qu'à chaque objet acheté, vous aurez un certificat NFT associé. Et c'est en ce sens où le métaverse pourra modifier des choses. Alors, une tendance que je n'appelle pas métaverse, mais qui est associée, c'est le mirror world, le monde miroir. Alors, qu'est-ce que c'est le monde miroir? Avant, on était dans le virtuel. Là, c'est vraiment le monde réel. Et c'est toute la donnée qu'on va pouvoir capter du monde réel en scannant des objets. Vous avez Pokémon qui a racheté Scaniverse pour que tous les utilisateurs de Pokémon avec leur téléphone puissent scanner leur environnement. Le but, c'est de recréer une map de l'univers des joueurs, de leur univers, et créer une map 3D du monde. Vous avez NVIDIA qui représente aussi toutes les datas qu'il peut y avoir dans des usines de fabrication automobile chez BMW. Dassault a recréé un jumeau numérique de la ville de Singapour pour pouvoir interpoler tous les flux d'air, tous les vents, les hotspots dans la ville. Vous avez plus loin Omniverse avec NVIDIA qui veut recréer un modèle numérique de la Terre, de tous les courants marins, de tous les courants terrestres pour recréer le climat. Alors les scientifiques du CEA sont un peu sceptiques sur le résultat, mais voilà, c'est des initiatives dont on parle. Et juste une petite réflexion sur ces univers. En fait, vous avez une échelle qui part de l'environnement réel, la réalité augmentée de virtualité jusqu'au complètement virtuel. Et vous avez l'univers réel. Donc l'univers réel sont des objets, des personnes physiques. Et ensuite, vous avez vient s'intercaler, s'interposer le mirror world, qui est là, en fait, on va capter la donnée du monde réel. Et ça, c'est les jumeaux numériques qui existent. Et ensuite, le métaverse. Le métaverse, et qui est là, un monde complètement virtuel dans cette échelle, et qui va en fait être le monde des émotions et des interactions sociales. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les intersections entre ces univers. Et une première intersection entre le mirror world et le monde réel, c'est ce qu'on appelle les cyber-physical assets, c'est-à-dire les jumeaux numériques à double sens. Vous avez un feedback, c'est-à-dire que non seulement vous modélisez les datas, mais ensuite votre jumeau numérique vous permet d'opérer sur le monde réel et d'avoir en fait une action sur le monde physique. Donc, vous avez NVIDIA Universe qui permet ce genre de choses. Et le métaverse industriel, c'est l'intersection entre le mirror world et le métaverse. Donc le fait de pouvoir collaborer à plusieurs sur un jumeau numérique et interagir avec d'autres personnes sur voilà, la construction d'un avion, d'une machine. Ensuite, voilà, vous avez des technologies comme Microsoft HoloLens. Et ensuite, ce que j'appelle le Fiverse, alors c'est que moi qui l'ai nommé comme ça, c'est l'interaction entre le métaverse et le monde physique. Comment vous interagissez physiquement avec des capteurs, avec des vestes voilà, qui vous permettent de l'haptique. Et ce qui est le plus intéressant et à venir, c'est ce qui est au centre. Alors, je ne sais pas comment le nommer, mais j'ai trouvé des exemples, peut-être, qui peuvent nous donner une idée de ce que ça peut être, comme la société japonaise Telexistence, qui fait en fait des robots. Et ces robots sont dans un univers réel qui a été numérisé, donc en jumeaux numériques, et qu'un opérateur avec un casque de réalité virtuelle, dans un monde virtuel, mais qui correspond à la réalité, va faire des gestes, va opérer, et le robot va exactement faire la même chose, mais dans le monde réel. Donc vous avez un impact sur le monde réel de ce que vous faites dans un univers virtuel, parce qu'il est associé aux jumeaux numériques. Alors voilà, je vous laisse réfléchir sur ces notions. Qu'est-ce que c'est que cette tendance? Alors là, en fait, c'est un mini-ordinateur. Et vous voyez une pièce dimes de $1. Vous avez un panneau photovoltaïque dessus, vous avez un processeur, vous avez une mémoire, vous avez un calculateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Smart Dust. On en a parlé il y a longtemps
C'était à la mode dans les années 90. C'est issu d'un concept de la DARPA dont le but est de faire des mini sensors autonomes en énergie qui peuvent être connectés les uns les autres en réseau et faire remonter de la data, de l'information sur les mouvements d'une troupe adverse sur un terrain militaire. Alors maintenant, on arrive vraiment par les progrès de la miniaturisation à faire rendre réel ce genre de concept. Là, vous avez la plus petite caméra du monde, Omnivision, qui est minuscule et qui a jusqu'à 1 million de pixels. Donc c'est grâce à la miniaturisation qu'on arrive à faire des SmartDust. Vous avez aussi des processeurs donc, qui sont fabriqués par Epic avec des batteries, avec des capteurs, avec des mini process de communication radio qui rendent possible en fait ces technologies. Là, c'est le petit ordinateur que je vous ai présenté, c'est un processeur ARM. Et là, c'est un grain de riz qui est à côté. Donc vous voyez la taille de ce genre de device. Ça peut aussi s'utiliser, alors excusez-moi pour l'image, dans la santé, et c'est ce qu'on appelle les neurograin. En fait, c'est un concept de brain-computer interface, mais à la place d'avoir une électrode enfoncée dans le cerveau, vous avez plein de petits capteurs qui sont autour et à la périphérie du cortex, et qui chacun va capter une partie du signal cérébral pour le reconstituer et avoir une image globale de ce qui se passe dans votre cerveau. Comme ça, vous accédez à toutes les zones, que ce soit les zones motrices, les zones sensorielles, les zones visuelles. Là, vous avez vraiment le concept de la DARPA qui a été développé donc à l'université Northwestern University. C'est des sortes de petites hélices, un peu comme les hélices de boulot qui descendent toutes seules et qui suivent les courants d'air, dans lesquelles il y a un capteur, il y a une batterie et des process de communication. Vous voyez là, vraiment, c'est la taille réelle par rapport à une fourmi. Et là, vous pouvez pulvériser ces capteurs sur un terrain et ils sont connectés les uns les autres et ils vont faire remonter des informations. Et c'est basé sur une électronique imprimée, donc c'est biodégradable au bout de quelques temps. Là, c'est commercial, c'est Cubisense qui commercialise un capteur de température précis à 0,1 degré près sur des distances de 100 mètres de communication. Alors là, une tendance que vous voyez, c'est la Space Dragon de Tesla, de SpaceX, où en fait, on voit qu'on démocratise l'espace. Donc c'est l'espace pour tous, alors pas tous, mais disons que des startups, avant c'était réservé ce domaine à des grandes structures gouvernementales, des grandes agences. Maintenant, on a tout un tas de startups qui font des produits, qui donnent des technologies pour l'espace. Là, vous avez un exemple d'impression 3D pour la fabrication d'une fusée réutilisable. Donc là, vous avez un ensemble de startups de l'incubateur toulousain Tech the Moon qui produisent des technologies pour faire pousser des légumes sur l'espace, qui permettent de faire des connexions réseau sur la Lune. Vous avez aussi Spartan Space dont je vous ai parlé, qui fait des habitats lunaires gonflables. Donc voilà, c'est vraiment une multiplication de startups et de technologies qui vont vraiment dans les années futures impacter ce secteur. Une tendance forte également, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Interstellar, où on voyait des tracteurs autonomes. Ben, c'est ce qu'on appelle l'agriculture 4.0 ou l'autonomous farming, qui est vraiment en train de se développer. Récemment, John Deere, qui est le plus gros fabricant de tracteurs nord-américain, a racheté Bearflag Robotics, qui permet de rendre autonomes les tracteurs. Alors autant si dans l'automobile, on est un peu circonspect et les voitures autonomes, on dit le niveau 5, ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. Sur des systèmes comme les champs où vous êtes propriétaire, où vous ne risquez pas de croiser un cycliste, peut-être un lapin, vous maîtrisez votre environnement, là, on est vraiment prêt sur une tendance qui est en train de se développer et qui permet de piloter, par exemple, des flottes de tracteurs, jusqu'à une dizaine de tracteurs, pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à part la recharge, mais qui optimise en fait le rendement des terres agricoles. Vous avez une start-up toulousaine, Naio Technologies, qui fait des robots pour pulvériser des phytosanitaires en fonction de l'état de la pousse et du besoin, pour limiter les phytosanitaires. Là, vous avez le vertical farming qui permet par hydroponie d'optimiser les consommations d'eau. On diminue jusqu'à 90% des consommations d'eau.
pour la culture de plantes, notamment à forte valeur ajoutée, comme les plantes aromatiques ou des salades. Quelque chose qui est intéressant aussi, qui se développe avec toutes ces technologies de l'agriculture 4.0, c'est l'agrivoltaïque. Le principe, c'est de mettre des panneaux solaires en altitude pour que les engins puissent travailler dessous. Avant, vous avez une dualité terre agricole, production d'énergie. Donc, certains disaient, oui, on ne va pas couper des forêts pour mettre des champs de photovoltaïque, ou on empêche en fait la culture de pousser. Maintenant, vous pouvez combiner les deux. Et c'est le Fraunhofer Institut qui a fait des expériences donc sur des champs et qui a montré même qu'il y avait des rendements optimisés pour certains types de cultures, notamment les vignes, puisqu'elles évitaient l'évapotranspiration l'été lors des vagues de chaleur. Donc en même temps, vous arrivez à avoir des efficiences de culture supérieures tout en fournissant l'énergie, ce qui vraiment intéresse le milieu de l'agriculture. Une tendance au niveau de la mobilité, c'est tout ce qu'on appelle en fait les plateformes, des plateformes pour la mobilité légère. Vous voyez, il y a un skate, et en fait, ces plateformes-là réunissent un certain nombre de technologies qui permettent aux constructeurs d'imaginer le véhicule de demain, qui va correspondre à différents usages. Vous voyez des pods, suivant si c'est des voitures familiales ou des voitures pour faire de la livraison. Et en fait, à partir d'une plateforme commune, on va imaginer la mobilité de demain. Et à ces technologies viennent se rajouter l'optimisation topologique, grâce aux méthodologies d'impression 3D métal, comme le Wire Additive Manufacturing, qui permettent des formes complexes qu'on pouvait difficilement se permettre de faire en industrie. Alors ça reste du prototype, mais on arrive vraiment sur un déploiement de production pour ces châssis de voitures qui sont ultra légers et qui sont un enjeu pour la mobilité électrique, parce que le poids est vraiment un des enjeux forts de ce secteur. Une tendance qui est discutable, mais je ne juge pas d'éthique, c'est tout ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Là, vous voyez Climworks, qui est une société suisse qui fait du captage de CO2 de l'atmosphère. Ça reste encore, on va dire, raisonnable, mais vous avez des projets comme Scopex, qui est financé par l'université d'Harvard. Ici, c'est en Suède. Le système était prêt à être lancé l'été dernier. Il a été arrêté par des associations de riverains en disant « vous faites n'importe quoi ». Le but est de pulvériser dans l'atmosphère en altitude des composés à base de soufre pour créer des nuages artificiels à plus de 100 km de large et regarder au sol quelles sont les diminutions de température. Vous avez en fait le NASEM, qui est l'institut scientifique américain, qui conseille de dépenser 200 millions d'euros pour regarder ces technologies-là dans l'avenir. Et vous avez de plus en plus de congrès scientifiques qui traitent de ces sujets, parce que d'aucuns disent que les changements de comportement, être végétarien, prendre le vélo, moins consommer d'électricité, ça ne marche pas, et que dans 10 ans, on va se retrouver sur la pire courbe du GIEC, et que là, il faudra bien faire quelque chose. Donc on entend quand même de plus en plus cette tendance-là arriver dans les discours scientifiques. Voilà, là c'est un exemple de mettre des miroirs sur le point L1 de Lagrange entre la Terre et la Lune pour réfléchir les rayons du Soleil. Une tendance, alors là vous allez me dire qu'est-ce que c'est ces formes? Quelle tendance est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle hybride ou le neurosymbolique AI. Et pourquoi on en arrive là? Il y a eu un boom, quand vous entendez parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'intelligence surtout machine learning, réseau de neurones. Il y a eu un boom de cette intelligence artificielle qu'on appelle connexionniste, mais on arrive à une limite. Maintenant, pour avoir des niveaux d'efficacité supérieurs, on doit dépenser beaucoup d'énergie dans l'entraînement, beaucoup de data, et vous arrivez à une certaine limite. D'autant plus qu'il y a toujours des artefacts et des erreurs possibles dans ces réseaux de neurones qu'on ne peut pas maîtriser. De temps en temps, à la place de reconnaître un bus scolaire, vous avez des systèmes qui vous reconnaissent un guacamole. Alors, il n'y a pas trop de lien. Si vous êtes avec un véhicule autonome, ça peut avoir des conséquences néfastes. Et donc du coup, maintenant, on va combiner en fait les réseaux de neurones à des systèmes experts qui étaient une intelligence artificielle développée essentiellement dans les années 80 pour modéliser des systèmes. On se rendait, ça c'est tombé en
à l'abandon parce que dès que le système était trop complexe, on n'arrivait pas à modéliser l'ensemble de la réalité. Mais là, en combinant les deux, ça permet de limiter en fait l'usage des données et d'éviter les erreurs de contexte, typiquement comme on a vu avec le bus. Donc ça, c'est des projets, des recherches qui se font essentiellement à MIT, et ce côté neurosymbolique est en forte progression également dans les publications. Là, vous voyez tout un nombre d'acronymes. Alors, sûrement vous, ça vous parle, vous êtes dans l'informatique, Software as a Service, Mobility as a Service, Network as a Service, Database as a Service. En fait, c'est Everything as a Service. Et en fait, on le voit dans plein de domaines, dans les battery swapping, Battery as a Service. Vous avez la société NIO en Chine qui progresse et qui, à 40% de ses utilisateurs, choisissent l'option swapping de batterie. Le principe, c'est quand votre batterie est vide, vous allez sur une station, plutôt que de recharger votre batterie, la batterie est enlevée et on en remet une nouvelle. Vous avez cette Everything as a Service sur l'économie de Philips Lighting, qui maintenant s'appelle Signify, ne vend plus des ampoules, mais vend des luxes. Et donc, du coup, ça permet on paie un abonnement et on a le service de la lumière qui est offert par Signify. Vous avez aussi Energy as a Service. Dans les domaines de l'énergie renouvelable, vous n'avez plus à accéder en fait, à payer des panneaux solaires ou payer des batteries. Vous payez un service et on vous donne l'énergie associée au prorata de ce que vous avez investi. La dernière tendance qui est conséquente de ça, c'est l'économie circulaire. Et là, vous avez un exemple de ville circulaire, concept de ville 15 minutes, où tout est faisable à pied, tout est accessible à 15 minutes, où que vous soyez positionné dans la ville. Et ça pose la question de la mine urbaine. Et qu'est-ce que c'est la mine urbaine? C'est toutes les ressources que vous pouvez réutiliser ou capter au sein de la ville, où il y a plein d'objets qui sont détruits, des objets électroniques, des objets de la construction. Et il faut en fait pouvoir, pour faire une économie circulaire, récupérer cet ensemble de ressources. Là, vous avez un exemple du centre de technologie EMPA en Suisse, qui a fait son institut qu'avec des objets récupérés d'autres constructions ou de la mine urbaine. Et ça pose aussi la question de nouvelles conceptions des produits, notamment dans le bâtiment, et le design for disassembly. Il faut concevoir les bâtiments du futur pour qu'ils soient déconstruits. Alors, maintenant, on construit un bâtiment, mais on ne pense pas à sa déconstruction. Et dans le futur, il faut vraiment, pour que ça soit bouclé, de cradle to cradle, c'est concevoir du berceau au berceau, ou berceau à la tombe, vos prochains produits. Alors, là, on combine économie circulaire, jumeaux numériques et blockchain. Vous avez maintenant le jumeau numérique qui vous permet de modéliser toutes les étapes d'un cycle de production et de pouvoir tracer, grâce à la blockchain, l'ensemble des ressources qui sont affectées à votre jumeau numérique. Là, c'est Circulor qui fournit ce genre d'application. Alors, pour finir, je voulais prendre un peu de hauteur et de perspective sur ce qui nous est arrivé ces dernières années. Alors, si on remonte aux 30 dernières années, on était sur le culte de la performance. Le culte de l'efficience, il fallait optimiser la performance, faire plus efficace. Et en fait, un petit grain de sable est venu perturber cette optimisation mondiale, cette globalisation avec le virus, et qui a désorganisé beaucoup de chaînes de production, notamment dans l'automobile, notamment dans l'électronique. Là, vous avez tous les retards et les délais sur différentes technologies, que ce soit les écrans LED, que ce soit certains transistors, des amplificateurs, avec un retour à la normale qui sera prévu, mais ça a impacté beaucoup de choses. Et en fait, on se rend compte qu'on avait un système optimisé, mais pas résilient. Et si vous prenez les définitions de la résilience, vous avez par exemple la robustesse et aussi la redondance. Mais la redondance, quand vous faites de la redondance, ce n'est pas forcément compatible avec des critères de performance et d'efficience où vous essayez d'optimiser tous les produits et les ressources. Et en fait, on pense souvent que les systèmes vivants sont hyper optimisés. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Si vous regardez votre ADN, vous avez 98% de votre ADN qu'on appelle du junk DNA, de l'ADN poubelle, qui sont des répétitions de séquences, qui sont des insertions de virus, qui sont des glissements de la DNA polymérase. Pareil pour les enzymes, tous les enzymes ne sont pas optimum à 37 degrés. Et en fait, il y a un concept que je trouve intéressant de sous-optimalité du vivant. Le vivant a sélectionné
pas l'efficience comme critère, mais la résilience, en cultivant en fait une diversité de populations. Vous avez sur une population donnée, n'importe que ce soit des bactéries ou pas, des individus qui sont à la marge, donc qui sont d'une diversité des mutations. Et c'est grâce à cette diversité que les systèmes vivants ont pu passer les différentes crises de l'évolution et les extinctions de masse. C'est grâce à cette diversité que lorsque le milieu qui est optimum pour certains règnes animaux est modifié, que d'autres s'adaptent et que nous, on a pu passer le cap et arriver ici. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que toutes les tendances technologiques dont je vous ai parlé, elles ont une ambivalence. Elles peuvent être aussi bien utilisées pour optimiser certains secteurs, mais il faut réfléchir aussi maintenant à un nouveau paradigme qui est la résilience et comment on utilise ces technos pour apporter plus de résilience. Quand on prend par exemple l'autonomous farming ou l'agriculture 4.0, on peut certes avoir plus de performance et d'efficience avec des tracteurs autonomes, mais si vous utilisez des objets connectés ou pour l'hydroponie et pour diminuer les consommations d'eau, vous augmentez aussi la résilience de votre système. Et juste une réflexion qu'il faut avoir, c'est qu'on va être sûrement soumis dans le futur à des chocs. Vous avez des analyses de risques, des cartographies des risques qui sont publiées par des grands cabinets. Il faut toujours regarder ce qui peut nous arriver. Et quand vous, en tant que directeur d'innovation, vous concevez des nouveaux systèmes, que ce soit système informatique ou système d'innovation, ayez toujours un petit regard sur les perturbations qui pourraient arriver et est-ce que le système que vous avez mis en place sont résilients? De quelle mesure, si vous délocalisez sur un cloud ou sur des ordinateurs à l'extérieur, si jamais il se passe un événement X ou Y, est-ce que votre système sera résilient? Voilà, c'était juste pour conclure. Une petite phrase, la loi d'Amara. Nous avons tendance à surestimer l'incidence d'une nouvelle technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme. On va toujours regarder le métaverse, ce qui se passe, c'est des choses qu'on a dans le radar. Par contre, notez-le, ayez une sorte de méthode pour avoir tous vos signaux faibles et vos tendances notées, pour le regarder de temps en temps, parce que les choses évoluent et au bout de 10 ans, l'écosystème a complètement changé et on ne s'en rend pas forcément compte. Merci à vous. Merci infiniment, Timothée. On l'a vu, on l'a compris. La tech de demain qui va dessiner les contours du monde de demain avec un virage, on l'a vu, assurément responsable pour la grande majorité des innovations. Ce n'était pas prévu, Timothée, mais on va peut-être sonder la salle pour savoir si certains d'entre vous ont quelques questions à poser à Timothée. On prend quelques questions dans la salle, si jamais vous avez des questions par rapport aux innovations présentées. A priori, il n'y a pas de questions. C'était saisissant, passionnant, inspirant. Et on a vu tout le monde les yeux rivés vers l'écran. Merci infiniment, Timothée, d'avoir fait le voyage de Grenoble pour le CEA, pour nous présenter ces grosses tendances qui se dessinent et qui arrivent. Merci infiniment.